Voilà, l'enregistrement a commencé et je partage mon écran ici. Voilà. Tac. Donc, bienvenue dans cette présentation d'Urungi. Je vais faire ça en deux parties. Une première partie de présentation générale de Urungi pour ceux qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est comme outil. Et l'essentiel, donc ça va durer 3-4 minutes. Et l'essentiel de ma présentation après, ce sera d'aller faire un tour d'Urungi pour que vous puissiez un peu voir qu'est-ce que ça fait. Donc, Urungi, c'est un logiciel qui permet de construire des tableaux de bord et des rapports statistiques ou des listes de rapports. C'est une application qui n'est pas nécessairement liée à Koha, même si la présentation que je vais faire là, elle présentera un Urungi qui est connecté à Koha. Dans les gens qui sont ici, on a échangé avec Stanislas avant que ça commence. Stanislas, c'est de la bibliothèque municipale de Lille qui n'utilise pas Koha, mais qui s'intéresse à Urungi pour faire ses propres tableaux de bord en connexion avec le logiciel Portfolio qu'ils utilisent à Lille. Urungi, c'est un logiciel qui, pour nous, BibLibre, on va le connecter progressivement à tous les logiciels que l'on supporte, donc Koha, mais aussi à terme Bokeh, Planning Biblio, etc. C'est un logiciel libre, comme tous les logiciels que l'on propose à BibLibre. Si vous allez sur le site urungi.org, vous aurez le... si vous allez sur urungi.org, vous aurez les informations, quelques copies d'écran, quelques informations générales, et puis le lien pour télécharger et puis installer le logiciel. Nous, on trouve que ça n'est pas très compliqué d'installer le logiciel. Bon, apparemment, Stanislas, il a un peu du mal, donc ça ne doit pas être si simple que ça. Stanislas, je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à contacter via GitHub ou envoyez-moi un mail. Je vous mettrai en contact avec l'informaticien en chef qui travaille sur Urungi pour qu'il vous aide à mettre en place l'outil. Voilà, ça c'était ma petite présentation introductive. Je me connecte maintenant au Urungi de Caluire. J'ai eu l'autorisation de leur part de faire ça, et donc ils savent, je ne sais pas si je ne suis pas sûr, excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrive encore. Je ne sais pas si les gens de Caluire sont présents, mais en tout cas, ils savent que je vais faire cette présentation à partir de leur Urungi. Il me semblait plus pertinent de vous montrer des choses à partir de vraies données qu'à partir d'un jeu d'essai ou d'un jeu de données anonymisé. Voilà. Donc, lorsque je me connecte à Urungi, selon les permissions auxquelles j'ai accès à un certain nombre de fonctionnalités. Je vais prendre les fonctionnalités paradoxalement par en bas, les menus par en bas. Là, je suis connecté avec un compte qui peut tout faire. Donc, et il faudrait peut-être que je me mette en français en fait. Alors, hop, tac, tac. Voilà. Hop. Voilà, je me suis mis en français. Donc, vous avez un menu pour gérer les utilisateurs de l'application Urungi. À chacun de ces utilisateurs, on peut appliquer un ou plusieurs rôles. Donc, vous pouvez très bien avoir un rôle acquéreur et un rôle catalogueur, par exemple. Et quelqu'un qui fait que de l'acquisition n'aura accès qu'aux parties concernant l'acquisition de vos rapports, de vos tableaux de bord Urungi, et quelqu'un qui fait du catalogage n'aura accès qu'aux parties concernant le catalogage, et puis quelqu'un qui fait les deux, vous lui donnez les deux rôles et il peut avoir accès aux deux. Les sources de données, c'est ce qui va permettre de relier Urungi à une base de données externe. Et donc, c'est là que je vous indiquais que ça n'est pas limité à Koha, même si dans tous les exemples que je vais citer maintenant, on considère que Urungi est connecté à Koha. Urungi peut se connecter à n'importe quelle source de données de type MySQL, Oracle, PostgreSQL, avec quelques petites limites qu'on a identifiées il y a quelques temps sur Postgres, mais il va falloir qu'on résolve ces limites. Mais retenez que ça peut se connecter à une base de données SQL
voilà, les bases les plus utilisées sur le marché. Une fonction qui est très importante, et là je vais y passer quelques instants, c'est la fonction de création des calques. Alors, les calques, c'est l'interface entre la base de données, qui est quelque chose d'assez complexe et d'assez technique, et l'utilisateur final, le bibliothécaire en l'espèce, si vous n'êtes que des bibliothécaires, le bibliothécaire qui va construire ses rapports et ses tableaux de bord. Il n'est pas question dans Urungi de demander à l'utilisateur de saisir des requêtes SQL. Il est juste question de lui permettre de construire à partir d'informations qui sont, d'un point de vue du vocabulaire, faciles à comprendre, et des glisser-déplacer pour dire, voilà, je fais un tableau, je fais un graphique et je mets en colonne ceci, en filtre cela, à partir de termes en français et simples à comprendre, et enfin, compréhensible pour l'utilisateur, et non pas à partir de noms de champs SQL et de liaisons qui sont faites entre les tables, etc. Tout ça, c'est caché par la création d'un calque. Donc, dans le cadre de Koha, on a déjà fait, nous, BibLibre, les calques qui permettent de faire cette abstraction entre la base de données technique et l'utilisateur pour que vous ayez une interface facile à utiliser. Donc, je vais juste aller sur le calque adhérent. Je ne vais pas passer du temps à vous montrer comment on construit un calque, parce que ça serait beaucoup trop long et ça dépasserait le temps prévu pour cette présentation. Mais je vais juste vous montrer un peu voilà, un calque. Donc là, le calque adhérent va me permettre, une fois qu'il aura été défini et bien fait, de construire tous les rapports dont je peux avoir besoin concernant les adhérents. Et donc ici, vous voyez sur la droite, vous avez les différentes tables au sens technique, avec les différents champs qui sont utilisés. Un champ ici avec le petit plus en vert, ça veut dire qu'il n'est pas dans mon calque. Effectivement, nous en France, le state au sens État américain n'a pas d'intérêt, donc on ne l'a pas mis dans le calque. Et puis, vous voyez que la table, elle est reliée à d'autres tables dans lesquelles on a d'autres données. Et tous ces champs qui ont été sélectionnés, ils ont été regroupés avec des termes qui sont, je l'espère en tout cas, faciles à comprendre. Et ils ont été regroupés de manière assez logique. Par exemple, on a mis tout ce qui concerne les pièges dans une zone piège. On a mis tout ce qui concerne les dates. C'est là. On a mis tout ce qui concerne les dates dans une zone de date, en séparant bien différentes manières de présenter les dates, puisque vous avez donc la date de naissance, ou le mois de naissance, ou l'année de naissance, ou l'âge au 31 décembre, ou la tranche d'âge selon la DLL. Et du coup, le fait d'avoir ces 5 champs à notre disposition, ça va nous permettre ensuite, quand on fait des rapports ou des tableaux de bord, de dire, ben voilà, moi je veux faire un tableau de bord à partir de l'âge au 31 décembre dernier, à partir du mois de naissance. Si je veux, je ne vois pas quel intérêt il pourrait y avoir, mais si je veux voir le nombre d'inscrits que j'ai en fonction du mois de naissance, pour voir combien j'ai de personnes nées en janvier, en février, en mars, en avril, et ben, on peut faire un tableau de bord sur ce critère-là. Un truc qui serait peut-être plus intéressant, plus pertinent, serait de faire des rapports sur l'année de naissance pour voir est-ce que la population à laquelle je m'adresse est plutôt une population jeune ou âgée. Bon, la question se pose surtout pour les établissements de lecture publique, parce qu'évidemment, les universités, vous avez probablement assez peu d'utilisateurs de 50 ans, 60 ans ou 70 ans. Voilà. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la présentation des calques. Je vais juste vous montrer le calque catalogue. Donc, vous allez voir qu'il est un tantinet beaucoup plus compliqué que le précédent. Vous voyez, donc on a une quinzaine de tables avec des liaisons. Et en fait, toute cette construction-là prend un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Mais une fois que, donc, a priori, ça n'est pas à faire par la bibliothèque, ça a été fait par nous, et on s'occupe de maintenir ces choses-là. Et vous, par contre, vous avez accès à, enfin, vous pouvez facilement construire des tableaux de bord et des rapports à partir de tous ces concepts, toutes ces notions qui ont été mis là dans le calque. Voilà. Je continue à remonter dans mes menus.
L'espace partagé, ça vous permet de définir un espace auquel vont avoir accès vos utilisateurs et de regrouper vos tableaux de bord et vos rapports. Donc là, par exemple, nous, chez tous les clients chez qui on installe Urungi, on a par défaut un espace partagé dans lequel il y a un dossier DLL, un dossier transition bibliographique. Le dossier tableau, c'est dossier qui contient des tableaux de bord généraux. Et lorsque on va créer un rapport ou un tableau de bord, on pourra dire ce tableau de bord ou ce rapport, il est mis dans tel dossier. Ça pourrait tout à fait faire sens d'avoir un tableau de bord, un dossier catalogue, un dossier circulation dans lequel on met les tableaux de bord relatifs au catalogue et un autre dossier circulation dans lequel on met les tableaux de bord ou les rapports relatifs à la circulation. Et là, comme je vous parlais tout à l'heure des rôles, on peut définir des rôles et des utilisateurs qui n'ont accès qu'à certains dossiers. Les dossiers qu'on a mis dans l'espace partagé, lorsqu'on se connecte à l'accueil, on a ici sur la page d'accueil l'espace partagé avec les rapports et les tableaux de bord qui sont mis dans chacun des répertoires, des dossiers que l'on a créés. Vous voyez, il y avait espace partagé, il y avait 3 dossiers, mais on les retrouve ici, DLL, tableau, transition, biblio. Voilà. Je t'interromps, Paul, Oui. j'ai 2 questions sur les calques. Ouais. Pour un autre SIGB, c'est à la bibliothèque de construire les calques? Eh bien, oui. Nous, on peut vous aider en vous emportant une expertise sur comment on construit un calque et vous mettre la main le pied à l'étrier. Par contre, nous, on ne connaît pas la structure des autres SIGB et donc sur la manière d'aller chercher les tables et les informations dans les bonnes tables et comment s'appellent les bonnes tables, etc. Ça, nous, on ne sait pas. Mais donc, Voilà. effectivement, oui. Et la deuxième question? Et la deuxième question, c'est si une bibliothèque a ajouté des attributs spécifiques, des attributs adhérents spécifiques, et il faut les ajouter dans le calque pour pouvoir faire des rapports dessus. Donc ça Oui. implique une modification des calques. Oui, et ça n'est pas une modification triviale. Mais c'est faisable, hein, mais rajouter, c'est le truc sur lequel on s'est un peu creusé la tête pour arriver à récupérer les informations des attributs étendus liés aux adhérents. Donc on peut le faire, on peut vous expliquer comment ça se fait. C'est pas trivial. Juste en 3 mots, si vous regardez dans les calques, vous avez ici la possibilité de créer une requête. Et donc, en fait, il faut créer une requête particulière qui va extraire les attributs étendus l'attribut étendu que vous voulez. Et en fait, il faut créer une requête par attribut que vous voulez extraire et que vous allez ensuite relier à votre table borrower, donc la table des lecteurs. Voilà. Les modèles de calque, ouais, je viens de le voir là, les modèles de calque de Biblibre sont-ils libres aussi ou pas? Bien sûr, parce que nous ne faisons que du logiciel libre. Donc, ils sont sur GitHub. Non, attendez, GitHub Urungi. Voilà, si vous allez sur notre dossier, non, c'est pas là. Si vous alliez sur GitHub, le GitHub de Biblibre, il y a plusieurs projets. Et il y a un projet qui s'appelle Urungi. Donc, c'est là qu'il y a tout le code de Urungi. Et il y a un dossier qui s'appelle Urungi Data. Et c'est là que vous allez trouver tous les layers, tous les rapports et tous les dashboards que nous avons fait pour Koa et puis pour un autre logiciel qui s'appelle Mantis, qui est le logiciel qu'on utilise pour la gestion des tickets. Et donc, on a déjà fait un layer et des rapports pour Mantis pour qu'on puisse, nous, avoir des statistiques et des tableaux de bord sur l'activité de nos clients sur notre plateforme de support. Voilà. Je reprends ma présentation. Donc, j'en étais à espace partagé. Explorer et mes rapports, c'est la même chose. Explorer, ça vous permet de construire un rapport que vous n'allez pas enregistrer après. Et mes rapports, ça vous permet de construire un rapport que vous allez enregistrer après. Donc, je vais passer à la présentation de comment on crée un rapport. Donc, ici, je viens de dire, je veux créer un rapport.
La première chose que je dois faire sur la gauche ici, c'est de sélectionner le calque sur lequel je veux faire le rapport. Donc, je vais dire, par exemple, je vais faire un rapport sur les adhérents. Une fois que j'ai choisi le calque, toutes les zones qui sont à ma disposition pour faire ce rapport apparaissent ici sur la gauche. Et dans chacun des dossiers ici, inscription, date, si je clique dessus, je l'ouvre ou je le referme. Deuxième chose, donc c'est la première étape pour construire un rapport, sélectionner son calque. Deuxième étape pour construire un rapport, sélectionner le type de rapport que vous voulez faire. Donc vous avez à votre disposition le premier choix, c'est un rapport de type liste déroulante. Donc je vous montre comme ça en 3 secondes, nom, prénom, hop, je redessine et voilà, j'ai la liste des noms prénoms dans ma base de données, donc Thomas, Ilu, Tavaï, Rayon, Eve, Dao, etc., etc. Deuxième type de rapport, je vous expliquerai après les différentes options qu'on a ici. Deuxième type de rapport, c'est la même chose, simplement le rapport il est horizontal au lieu d'être vertical. C'est-à-dire au lieu d'avoir des colonnes, vous avez des lignes les unes en dessous des autres. Donc là, je remets pareil nom, prénom. Et là, vous avez nom, prénom, nom, prénom, nom, prénom, etc., etc. Vous avez compris le principe. Troisième type de rapport, c'est les rapports croisés, les tableaux. Dans Excel, c'est les tableaux croisés dynamiques. Et dans Calc, LibreOffice, c'est je ne sais plus quoi. Donc, comment on va faire un tableau croisé dynamique? Hop là, excusez-moi. Comment on fait un tableau croisé dynamique? On va mettre les colonnes, ce qu'on met dans les colonnes, ce que l'on met dans les lignes et ce que l'on met dans les cellules au croisement des lignes et des colonnes. Donc, par exemple, si vous voulez compter le nombre d'utilisateurs que vous avez en fonction de, par exemple, la bibliothèque, verticalement et horizontalement et le sexe, homme, femme ou inconnu, non saisi, eh bien, vous allez prendre la métrique numéro d'adhérents ici, et là, on marque qu'on va compter le nombre d'adhérents. Donc, on peut ne pas agréger sur un tableau croisé, ça n'a pas de sens. On peut compter le nombre d'adhérents et on peut compter le nombre d'adhérents distincts. J'y reviendrai peut-être parce que là, dans ce tableau-là, ça n'a pas de sens. Ensuite, on va mettre en colonne le sexe de la personne et en ligne la bibliothèque avec le libellé de la bibliothèque. Là, je redessine et j'obtiens un tableau qui montre pour la bibliothèque Bernard Pivot, il y a 192 hommes, 307 femmes et un non saisi. Je vous précise que ce tableau, vous voyez, le total, c'est de 500, parce que lorsqu'on construit le tableau, par défaut, le calcul est fait uniquement sur 500 résultats pour éviter de faire une interrogation de la base de données qui soit trop importante. On fait par 500. Si on veut faire sur plus que 500, on peut mettre autre chose. Et si on veut faire sur toute la base de données, on met 0, on redessine. Et là, voilà. Donc là, les vrais chiffres, il y a 8000 inscrits à la médiathèque de Caluire, 3121 hommes, 4881 femmes et 36 non saisis, ce qui peut d'ailleurs correspondre à des personnes morales, des écoles ou des choses comme ça. Alors tiens, donc voilà. Ça, c'était le troisième type de graphique, le troisième type de rapport que l'on peut faire. Le quatrième type de rapport que l'on peut faire, c'est, j'enlève tout pour repartir de zéro sous son propre, c'est un rapport de type graphique. Donc là, le rapport de type graphique, c'est un peu le même principe. On va placer sur la première ligne les métriques. Donc par exemple, de la même manière, on va compter le nombre d'adhérents. On va mettre sur la deuxième ligne la dimension. Donc, par exemple, on va regarder le libellé de la catégorie. Voilà. Et si
je lance le redessin, et bien voilà, on voit que j'ai 3870 utilisateurs moins de 18 ans gratuits, 1203 utilisateurs 18 à 26 ans, enfin de catégorie Caluire 18 à 26 ans, etc. etc. Vous voyez les, les différents résultats ici. Par défaut, le graphique il est sous forme de bâton. Si vous voulez un graphique autre que les bâtons, vous pouvez ici cliquer sur la petite roue, je ne sais pas si vous avez vu, sur la petite roue de paramètres, et là, on va pouvoir lui dire quel type de graphique on veut. Donc là, je vais lui dire par exemple que je veux une zone de type ligne, j'enregistre, je redessine, et il me dessine le même graphique, mais sous forme de ligne. Voilà. Dans les types de graphiques que l'on a, vous voyez, on a la courbe, donc la courbe c'est lissé par rapport à la ligne, la barre, la zone, la courbe de surface et le nuage de points. Probablement que dans un avenir plus ou moins lointain, on en rajoutera. Cinquième type de graphique, c'est le graphique de type camembert ou anneau. Toujours le même principe, on va glisser sur la première page le type de calcul que l'on veut faire et on va glisser sur la dimension, la manière dont on veut regrouper. Et si je redessine, ici, j'ai mon résultat. Donc, j'ai 60% de femmes, 38% d'hommes et 0,4% de non saisis. Enfin, voilà. Sur ce type-là, il y a moins de paramètres à notre disposition. Autre type de rapport, le nombre. Ce type de rapport-là va juste renvoyer un nombre. Alors, il n'a aucun intérêt s'il est, enfin, à mon avis, à peu près aucun intérêt si c'est un rapport juste qui contient ce nombre. Par contre, ça devient tout à fait pertinent lorsque ce rapport est intégré dans un tableau de bord, puisque un tableau de bord, ça va être un regroupement d'un certain nombre de rapports. Les rapports DLL, il y a un certain nombre de rapports DLL qui fonctionnent de cette manière-là, qui vous affichent juste un nombre. Le nombre d'inscrits de l'année, par exemple, eh bien, c'est issu de ce type de rapport, mais intégré dans un tableau de bord, ça fait quelque chose d'un peu plus pertinent. La jauge ici, ça va vous permettre de définir une jauge de 0 à 100 avec une petite aiguille qui monte et qui descend. Il y a encore quelques petites limites dans la jauge, notamment la manière de calculer le maximum. Voilà, je ne vais pas vous montrer parce que pour l'instant, c'est assez rare qu'on puisse concrètement utiliser la jauge. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur les présentations, les compléments que je voulais vous mettre ici. Lorsque vous choisissez n'importe quel type de rapport, vous voyez que vous avez toujours donc la partie, la première ou les deux premières lignes, c'est les métriques, qu'est-ce qu'on met sur notre axe horizontal et notre axe vertical. Et puis ensuite, vous avez l'option placer vos filtres. Placer les filtres, ça va permettre, comme son nom l'indique, de filtrer un résultat. Donc, par exemple, si je reviens ici sur le comptage, enfin un tableau avec le sexe et le libellé de la catégorie, si je prends l'option filtre ici et que je dis que je veux uniquement des adhérents qui sont dans la tranche d'âge DLL 15 à 65 ans, eh bien, voilà, là j'ai fait un filtre qui va m'afficher non plus les 8000 et quelques adhérents de Caluire, mais qui va m'afficher le regroupement de nos adhérents en prenant uniquement ceux qui sont dans la tranche d'âge DLL de 15 à 65 ans. Si je mets un filtre, par exemple, sur les enfants de 0 à 15 ans et que je redessine, voilà, donc je vois tous ceux qui sont de 0 à 15 ans, ce qui est probablement intéressant parce qu'on peut voir qu'il y a probablement quelques erreurs de saisie. Par exemple, il y en a un qui est supposé être, qui a 0 à 15 ans, mais qui est inscrit en tant que 18 à 26 ans, donc probablement qu'il y a eu une erreur de saisie. Voilà, donc ça c'est le rôle de la zone filtre.
cette zone est disponible pour tous les rapports, enfin, tous les types de rapports, le fait de pouvoir filtrer les choses. Dernière zone qui est disponible, pas tout le temps, parce qu'il y a certains cas, ça ne fait pas sens, c'est les critères de tri. Donc ici, si je mets le prénom de la personne, par défaut, alors évidemment, là, du coup, j'ai les 8000. Je vais mettre juste 100 pour avoir plus de performance. Là, le système me présente, enfin, le Urungi me présente le résultat non trié avec juste de bas en haut. Si je veux trier par prénom pour avoir les prénoms de A à Z, je fais un tri par prénom, je lance le redessin et donc maintenant j'ai Abel, Alain, Alex, etc., etc. Voilà, lorsque j'ai terminé mon rapport, je peux le sauvegarder, lui donner un nom, ou bien je peux directement aller l'ajouter à un tableau de bord. Et du coup, on va sauter à la partie tableau de bord. Je suis un peu en retard parce qu'il est déjà 11 heures. Donc, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Donc là, je vais lancer la création d'un nouveau tableau de bord. Un tableau de bord, c'est une feuille sur laquelle on a positionné un certain nombre d'éléments qui peuvent être des éléments de design, de présentation, ou qui peuvent être des éléments de contenu réel, qui sont donc, par exemple, qui sont des rapports de n'importe quel type. Donc ici, vous voyez, j'ai été sélectionner la colonne calque. Alors, c'est un très mauvais terme, parce que ce n'est pas le calque au sens du calque qu'on a vu tout à l'heure, c'est les différentes boîtes qu'on a à notre disposition. Donc, il faudra qu'on améliore le terme ici. Et si je prends ça et que je le mets ici, voilà, j'ai mis en tête le webinaire du 22 avril. Je retourne sur mes différentes boîtes et je dis que ici, je vais positionner ensuite une boîte dans laquelle j'aurai 2 rapports, puis une boîte dans laquelle j'aurai un rapport sur la droite et des explications sur la gauche. Une fois que j'ai commencé à organiser mon tableau de bord, je peux ici, dans les rapports, soit créer un rapport, donc c'est ce que je vais faire là, je vais aller créer un rapport avec les adhérents, je vais mettre les prénoms, et alors là, je vais faire une petite manip, quelque chose que je ne vous ai pas montré avant, et je vais comptabiliser le nombre de prénoms. Donc, j'ai pris la zone qui calcule, qui donne le numéro d'adhérent qui a une zone de cumul. Et donc, que fait ce rapport? Il va me dire que des Abdallah, j'en ai un, Abderrahman, j'en ai un, Abel, j'en ai un, Adrien, j'en ai deux, etc. etc. Je ne dis pas que ce rapport a un intérêt profond, hein. C'est pour la présentation. Je l'enregistre et vous voyez, ce rapport maintenant, il apparaît ici. Et si je veux l'intégrer dans mon tableau de bord, je le prends, je le fais déglisser, par exemple ici à droite, et il est là. Alors, pourquoi il ne s'affiche pas? Je ne sais pas, mais c'est peut-être un petit défaut d'affichage. Regroupement par prénom. Voilà. Donc là, j'ai mis sur mon côté droit un premier rapport. Si je veux mettre un deuxième rapport, par exemple, je vais en importer un. Donc, je vais en emprunter un par voilà, le lieu de résidence. Pareil, je le prends, je le fais glisser. Voilà. Etc., etc. Je peux donc comme ça construire. Vous voyez, vous avez des zones de texte en haut, en bas, une boîte dans laquelle vous pouvez mettre un rapport avec du texte à gauche, un rapport avec du texte à droite, 2 rapports côte à côte, 3 rapports côte à côte, 4 rapports côte à côte. Si vous voulez une boîte qui met un rapport entièrement sur toute la longueur, enfin sur toute la largeur, pardon, il suffit de prendre le rapport. Je vais le faire, regardez, je prends un autre rapport, voilà, les rapports, on prend, hop, et on le fait glisser ici, et il est là. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne se voit pas. Normalement, ça devrait se voir, mais là, il y a visiblement un petit…
je l'enregistre, j'irai le sauvegarder après. Et donc, je vais retourner là. Voilà, et donc là, ben, oui, ça n'est bien qu'un petit défaut d'affichage. Donc voilà, vous avez bien dans votre tableau de bord qui présente un regroupement par lieu de résidence, un regroupement par prénom, et puis l'autre, il n'a pas marché. Bon, je ne comprends pas trop pourquoi ça n'a pas fonctionné, ça aurait dû. Peut-être parce que celui-là est trop long. Ah mais si, là, ça a marché, pardon. C'est le 77, mais je ne l'avais pas vu. C'est juste un nombre. Donc, vous voyez, le troisième rapport que j'ai mis dans la troisième bande horizontale, on va dire, normalement, il devrait prendre toute la largeur. Par rapport au tableau de bord, il y a la possibilité de personnaliser le design pratiquement entièrement. Lorsque je clique sur n'importe lequel des éléments de design de mon tableau de bord, vous voyez ici, j'ai sur la gauche un certain nombre d'options pour changer les attributs de hauteur, de format, la couleur, l'image, d'arrière-plan, le style du texte avec la police, la taille, la couleur, etc., les marges, etc., etc. Par exemple, si là, je dis que ça doit faire 100 points, vous voyez, ça, la hauteur a augmenté. Et si je dis que ça n'est plus un titre H1, ce n'est un titre H2, H3, voilà. Et si je change la couleur pour mettre du jaune, hop, voilà, tac. Pourquoi ça, oui, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je n'avais pas sélectionné la bonne boîte d'abord. Voilà. D'accord. On a développé aussi un mécanisme qui permet de choisir un thème pour relooker intégralement un tableau de bord en 2 clics. Donc, on a pour l'instant fait 2 thèmes, le thème blue et le thème gray. Donc, si je sélectionne, donc ici, si je prends la boîte la plus extérieure et que je redessine, du coup, je vais redessiner, enfin, je vais redesigner l'intégralité de mon tableau de bord. Si je choisis blue, il va reprendre le blue. J'ai oublié d'abord de supprimer tout le formatage direct que j'avais fait. Voilà. Si je veux passer au design gray, je passe au design gray, ce qui ne m'empêche pas ensuite d'aller individuellement faire des changements si je veux faire des changements. Un dernier point qu'il faut absolument que j'aborde, parce que sinon ça va largement manquer, c'est le fait de pouvoir mettre des paramètres. Lorsque vous créez un rapport, donc je vais prendre ici par exemple celui-là, les adhérents, non, pas très intéressant. Voilà. Lorsque je fais un rapport ici, si je pose un filtre, donc là, ce filtre, le filtre ici contient le libellé de la catégorie n'est pas une de ces 3 catégories-là. Ici, sur la gauche, vous voyez qu'il y a un petit entonnoir avec un point d'interrogation. Si je clique dessus, ça va me permettre d'activer le filtre pour que ce filtre soit une question posée avant l'exécution du rapport. Et si on n'a pas le filtre, si on ne fait rien, enfin, si on ne clique pas sur ce bouton, cet entonnoir à gauche, le filtre est un filtre fixe. Ça veut dire que ce rapport ne demandera rien à l'utilisateur, il affichera les utilisateurs pour lesquels l'inscription terminée, c'est non, et pour lesquels le libellé de la catégorie ne fait pas partie de ces 3-là. Si je rajoute un filtre, par exemple, sur le sexe, et que j'active le filtre, ici, sélectionner le sexe, lorsque je vais exécuter mon rapport, et ou mon tableau de bord, si le rapport est intégré dans un tableau de bord, le système va me dire sélectionnez le sexe, et ensuite on clique sur OK, et Urungi va redessiner la totalité de mon tableau de bord en fonction de ce que j'aurai sélectionné. Voilà, bon, c'était rapide. Paul, je t'interromps, j'ai oui, de toute façon, j'ai terminé. Donc,
un Vas-y. certain nombre de questions sur les tableaux de bord, là, que je ne vais pas forcément prendre dans l'ordre. Oui, vas-y. Pour changer le type de graphe, est-ce qu'il faut nécessairement créer un nouveau rapport ou est-ce qu'on peut passer d'un graphe ligne à un graphe de type camembert, par exemple? Alors, de ligne à camembert, non, on ne peut pas, puisqu'il faut changer de type de graphe, puisque les paramètres ne sont pas les mêmes. Par contre, si on veut passer de ligne à barre ou de barre à zone remplie, ça, on peut le faire sans avoir à refaire le rapport. Est-ce qu'on peut copier un rapport pour en faire un identique juste en changeant des paramètres? Oui, vous avez ici l'option dupliquer. Donc là, on peut dupliquer un rapport ou un tableau de bord. D'accord? Ici, dupliquer ce rapport, dupliquer ce tableau de bord ou dupliquer ce rapport quand on est dans la partie rapport. C'est une petite lacune aujourd'hui, mais lorsqu'on est en train de construire un tableau de bord, on ne peut pas. Alors, je vais dedans, par exemple, là. Je vais modifier ce tableau de bord. Je ne peux pas, si je veux dupliquer, par exemple, ce rapport-là au sein du tableau de bord, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Autre question, les rapports qui sont affichés sur le tableau de bord sont dynamiques, ils se mettent à jour automatiquement. C'est quand on recharge le tableau de bord qu'on met à jour les données. Alors, si je comprends bien la question, oui, bien évidemment. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai lancé le tableau de bord C2 catalogue, donc qui montre les stats DLL. Donc ça, c'est un des tableaux de bord qu'on installe systématiquement à nos clients. Eh bien, donc, je sélectionne l'année 2019, j'exécute, et là, le calcul est fait maintenant à cette seconde. Et donc, le tableau de bord là, si je reviens demain, en l'occurrence, il me montrera les mêmes chiffres, puisque on parle de 2019, donc maintenant c'est passé. Mais sur un tableau de bord, je vais vous montrer par exemple, ils ont fait, donc Caluire a fait un tableau de bord prêt pour un jour donné, où on va dire quel jour on veut regarder. Et donc, si je veux regarder le nombre de prêts faits, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre, parce qu'avec le confinement, n'est-ce pas? Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? CTRL-C, CTRL-V. Tac. Voilà, donc le 29 janvier, il y a eu 86 prêts. À mon avis, ça, comme il y a eu les retours, ça ne doit plus trop marcher. Enfin bon, je ne sais pas. Voilà, ils ont ce rapport-là. Et si je prends le 30 janvier, ben, j'aurai les chiffres du 30 janvier. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Okay. Il y a aussi des questions sur l'accès au tableau de bord. Est-ce qu'il est nécessaire de s'authentifier pour accéder au rapport et au tableau de bord, pour consulter les rapports et le tableau de bord? Non. Ici, vous avez une option partagée qui va permettre, j'allais oublier de le dire, une option partagée qui va permettre soit de mettre le rapport ou le tableau de bord dans l'espace partagé. Donc l'espace partagé, ça nécessite une authentification, mais ça peut être réservé à certaines permissions. Et on peut aussi dire qu'on veut publier ce rapport pour qu'il soit accessible à tout le monde et n'importe qui ayant le lien sera capable de le voir. Donc là, si je mets sur le prêt pour un jour donné, est-ce qu'ils l'ont? Voilà, ils l'ont publié, d'accord. Donc l'URL du tableau de bord prêt pour un jour donné de Caluire, elle est ici. Et donc si je copie l'URL dans dans mon espace copier-coller et que je le mets ailleurs, eh ben je peux visualiser le tableau de bord sans être authentifié. D'accord. Ça veut dire qu'on Et peut intégrer ça comme comme un widget dans dans votre site web, par exemple, dans votre portail, des choses comme ça. voilà, et du coup, ça répond aussi à la question, peut-on imaginer partager certains d'entre eux sur une page web en open access, par Eh bien exemple voilà. pour consultation par la hiérarchie en dehors de la bibliothèque? Eh bien donc Et vous donc avez la la réponse réponse à est la question. oui. Ouais. Une Est-ce fonctionnalité qu'on a dans nos projets, c'est de permettre aux bibliothécaires qui gèrent Orongi de dire je veux que tu envoies ce tableau de bord tous les dimanches à 2h, enfin tous les lundis à 1h du matin à telle boîte mail, et comme ça, le directeur de la bibliothèque, eh ben, il a tous les lundis le tableau de bord de l'activité de la semaine dernière.
Et est-ce qu'il est possible d'exporter les rapports et les tableaux de bord Alors, dans différents formats? la question, elle, voilà, donc du coup, merci, parce que du coup, je comprends la question. Oui, lorsque on est sur un truc ici, on a un bouton export et on peut exporter soit en tant qu'image, soit en tant que fichier PDF euh, le rapport ou le tableau de bord. Deux choses. Premièrement, ça nécessite la mise en place d'un autre outil qui est externe à Urungi, qui s'appelle Pitikia, qui permet de construire l'image ou le PDF à partir du code HTML. Et deuxièmement, on a repéré un bug, il y a un problème avec le passage de paramètres. Les paramètres ne sont pas passés, et du coup, lorsqu'il y a des paramètres, ce qui est quand même le cas le plus fréquent, et bien, en fait, ça ne marche pas bien. Donc ça, on connaît le problème, on est en train de travailler à le corriger. Deuxième chose, parce que quand tu as parlé d'export, j'ai aussi pensé que la question, elle portait peut-être sur le import-export qui est ici. Si deux établissements ont envie de communiquer et de s'échanger des rapports qu'ils ont faits, parce que moi j'ai vu à Caluire, ils ont fait un super tableau de bord pour les prêts pour un jour donné, j'ai pas envie de me casser la tête à le refaire, eh bien, vous demandez à vos collègues de Caluire de l'exporter. Ça va créer un fichier au format JSON, pour ceux qui sont un peu techniciens. Il vous l'envoie par mail et vous le réimportez dans votre propre Urungi et vous récupérez le tableau de bord construit par Caluire, mais bien évidemment, ce tableau de bord, il portera sur vos données à vous et pas sur les données de Caluire. L'outil d'export des PDF, tu peux redire le nom de ce qu'il faut ajouter à côté? C'est Pitikia? Pitikia, et quand vous êtes sur le guide de Urungi, ça doit être marqué dans les explications pour l'installation ici. Ça doit sûrement être marqué quelque part par là. Voilà. Bon, si ça n'y est pas, il faudrait qu'on le rajoute d'ailleurs. On a fait le tour des questions? Voilà, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Une réaction, ça a l'air super. J'espère, oui, que c'est super. Si, une autre question qui arrive. Oui. Le rapport DLL est construit avec la bibliothèque. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Donc, les rapports DLL prennent en compte les données de la bibliothèque, oui. Oui. Et il se base, ça c'est important, il se base sur la norme Unimark et pas les spécificités de votre catalogage. Je m'explique. Les rapports liés au catalogue, qui est l'immense majorité des rapports, se basent sur le label de l'Unimark et le contenu de certaines positions du champ 100, et non pas sur le type de document que vous avez pu saisir vous ou des choses au niveau de la notice d'exemplaire. Et oui, donc la réponse, effectivement, pour les documents jeunesse, nous basons sur la localisation et pas le chanson. Oui, donc il y aura effectivement éventuellement des mises à jour de catalogue à envisager. Voilà. Ça. Question, du coup, on a parlé des DLL, quid des rapports ESGBU? Alors, on ne les a pas encore faits, mais probablement qu'il va falloir qu'on les fasse. Que ce sera utile qu'on les fasse. ESGBU, c'est l'équivalent des DLL pour les universités, pour ceux qui ne sauraient pas. Et peut-on lier plusieurs sources de données, par exemple une base de production et une base de test? Alors, ça c'est la question qu'on me pose à peu près à chaque fois que je fais une présentation d'Urungi. Aujourd'hui, et il y a peu de chances que ça change vu la structure d'Urungi, aujourd'hui, il n'est pas possible dans un rapport
d'interroger plusieurs sources de données en même temps. Par contre, il est possible dans un tableau de bord d'avoir plusieurs rapports qui chacun interroge leur propre base de données. Donc, dans un rapport, on ne peut pas afficher le nombre de personnes qui sont rentrées dans la bibliothèque comptée à l'aide d'une application qui compte le tourniquet et qui est dans une base Oracle, et le nombre de prêts qui ont été faits dans Koa, qui est une base MariaDB. Donc ça n'est pas possible de faire un rapport avec ces deux infos. Par contre, c'est possible de faire un tableau de bord dans lequel on a les deux informations. Une dans un rapport qui interroge Koa et une dans un rapport qui interroge la base Oracle qui compte le tourniquet. C'est fini les questions? Oui. Oui. Il y a Stanislas qui dit qu'il a envie de retester l'installation, mais qu'il n'est pas très familiarisé avec Git. Je lui réponds qu'on peut les aider. On peut vous donner un petit coup de main. Il faut contacter Julien, qui est le développeur principal de Urungi chez nous. Une dernière question, je ne sais pas si c'est la dernière, Oui. mais encore une question. Est-ce qu'on a déjà lié Urungi à des compteurs de passage? Non. Je ne pense pas. Mais pas que je sache. C'est un produit qui est tout nouveau, tout frais. Hein, donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont faisables et qui n'ont pas encore été faites. Pour tous ceux qui sont nos clients, je vais terminer, s'il n'y a plus de questions, mais même s'il y a une question, elle peut venir encore après. Pour tous ceux qui sont nos clients à nos Biblibres, ceux qui sont hébergés, on a déjà installé à tout le monde Urungi, qui est proposé de manière gratuite, enfin qui est mis à disposition de manière gratuite, avec accès à tous les tableaux de bord que nous on a fait et qu'on partage. Mais vous ne pouvez pas, dans cette modalité-là, client hébergé, choix option gratuite, vous ne pouvez pas faire vos propres tableaux de bord ou modifier les tableaux de bord que nous on a fait. On a une offre particulière pour ça, avec de l'assistance, de la mise à jour, un petit bout de formation pour vous permettre de construire vos propres tableaux de bord. Pour les clients qui ne sont pas hébergés par nos soins, c'est plus compliqué d'installer l'application puisqu'on ne maîtrise pas directement l'infrastructure. Donc là, il faut que si ça vous intéresse, qu'on installe pour vous Urungi, eh ben, revenez nous voir. Et si vous voulez l'installer vous-même, de toute façon, comme vous êtes sur votre infra, vous pouvez l'installer. Et comme je vous l'ai montré, sur GitHub, il y a Urungi qui contient l'application et le projet Urungi Data qui contient tous les layers et tous les tableaux de, enfin, tous les calques et tous les tableaux de bord qu'on a développés pour Koa. il y a encore des questions. Donc, une question sur si on peut voir les lecteurs actifs. Donc, la réponse est oui, on peut voir les lecteurs actifs, puisqu'on peut, ça fait partie des paramètres qui sont définis dans les calques. Et autre question, Paul, tu as mentionné le fait qu'on pourra lier Urungi à Planning Biblio. Pour quel type de stats? Alors, je vous montre là, vous voyez, dans la zone inscription sur le calque adhérent, on a la notion de inscrit actif l'an passé, oui ou non. Quand est-ce qu'on a vu pour la dernière fois cet adhérent? Quand est-ce qu'on a mis à jour l'adhérent? Depuis quand? Quelle est la durée de son inscription? Et il y a aussi l'activité au sens ayant emprunté dans l'année qu'on peut retrouver également. Au niveau des prêts peut-être. Mais... Ah oui, l'activité à emprunter dans l'année, ça doit être au niveau du calque circulation, effectivement. Donc, quelles sont les informations qu'on pourra retrouver dans Urungi? Ben, écoutez, on aura accès à tout ce qui est dans la base de données Urungi. Planning Biblio, pardon. Excusez-moi, je recommence. La question, qu'est-ce qu'on aura comme tableau de bord, comme statistique dans Urungi pour Planning Biblio? Ben, pour l'instant, on ne les a pas fait, donc j'ai du mal à vous répondre. Mais on va faire les calques et les rapports tableau de bord selon le même principe que ce qu'on a fait pour Koa. C'est par domaine fonctionnel de l'application.
Donc, on aura déjà des tableaux de bord sur les agents, la ventilation des agents par taux horaire, par taux de service public, et puis des ventilations par affectation, par poste, par tranche d'horaire, etc. Voilà, tous les tableaux de bord qu'on peut imaginer. Ça n'est pas exclu que les quelques tableaux de bord statistiques qui sont actuellement intégrés dans Planning Biblio, on finisse par les laisser tomber et les mettre tous dans Urungi en disant on peut faire des choses beaucoup plus souples et beaucoup plus pratiques dans Urungi. Donc, on utilise ça pour faire nos tableaux de bord. On n'a pas encore décidé, on verra. On a le temps de décider quelque chose s'il le faut. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Plus de questions. Alors, j'arrête le partage. Voilà. Eh bien, si quelqu'un a encore une question, il a 5 secondes. Sinon, je vais dire au revoir à chacun, vous remercier d'être venu. Comme je vous l'ai dit en début de session, on va télécharger ça sur YouTube et ça sera disponible cet après-midi ou demain. Et puis, on vous donne rendez-vous, ceux que ça intéresse, pour le webinaire de la semaine prochaine, qui sera donc le mercredi également à la même heure, toujours 10h30, et qui justement parlera de Planning Biblio. Celui de la semaine prochaine, ce sera une présentation générale de Planning Biblio pour ceux qui ne connaissent pas, et celui de la semaine d'après, ce sera plus pour ceux qui connaissent déjà Planning Biblio, mais qui veulent avoir une vue de toutes les nouveautés qui arrivent ou de celles qu'on est en train de planifier, de préparer pour le plus long terme, 6 mois, 1 an. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon mercredi, une bonne semaine, une bonne fin de confinement et je vous dis à la semaine prochaine pour certains d'entre vous. Au revoir à tous, merci.